Allez, suite du tuto sur OnlyOffice Documents. Alors, on va travailler sur une page toute blanche. Je vais enlever l'affichage des paragraphes ici. Et puis, la toute première chose qu'il faut aller vérifier, c'est qu'on est bien sur une page du bon format. En général, on travaille sur du A4, puisque c'est des formats qui sont faits pour être imprimés très souvent. Donc, on va dans Mise en page. On va regarder la taille. Donc, on vérifie, on est bien sur du A4. L'orientation, on peut choisir en portrait ou en paysage, ça c'est vous qui voyez. Et puis vous pouvez déterminer les marges en haut à gauche, en bas à droite. C'est les zones dans lesquelles le texte ne s'écrira pas de manière automatique. Voilà. Vous pouvez le laisser par défaut, c'est pas plus mal. Allez, voilà un petit texte très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu plus sur la page. Comme ça on verra un peu mieux ce qui se passe. Puis je vais montrer des fonctionnalités que vous connaissez déjà très probablement, mais on va renfoncer des portes ouvertes. Alors déjà on peut changer la police de caractère, qu'on appelle aussi la casse. Donc on peut mettre autre chose si on a envie. Donc les polices que vous avez là-dedans, en fait, ne dépendent pas forcément du logiciel, dépendent surtout de votre ordinateur. Est-ce que les polices sont installées sur l'ordinateur ou pas? Donc vous n'aurez pas forcément les mêmes que celles que vous voyez ici, mais selon ce que vous aurez qui est installé chez vous, vous pourrez avoir des styles de police qui sont assez sympas. Alors en général, on travaille en Arial. C'est plutôt chouette. Vous avez également la taille de la police de caractère. Voilà. Quand vous faites des paragraphes de texte normal à lire, travaillez en 12 par exemple. C'est très bien. Vous avez une petite icône qui permet d'augmenter la taille de la police de caractère, de la diminuer. Vous avez une icône ici qui est assez sympa, qui vous permet de tout mettre en majuscule si ça vous chante, tout en minuscule, mettre une majuscule à chaque mot, bref, des petites choses qui sont assez rigolotes, majuscule juste en début de phrase. Alors ce qui est considéré comme phrase par le logiciel, c'est quelque chose qui est compris entre deux points. Voilà. Bon, il a compris qu'ici il n'y avait pas de point parce que c'est le tout premier paragraphe, mais si je fais un point puis que je réécris autre chose derrière et que je remets un deuxième point, ça serait une phrase, donc il pourra décider de mettre la majuscule en début de phrase. Vous avez également des outils qui permettent de mettre en gras, en italique, en souligné, en barré, et puis là vous avez ce qu'on appelle les exposants et les indices. Alors ça sera utile par exemple quand vous êtes en maths ou en sciences. Si vous voulez écrire x carré par exemple, vous n'allez pas faire x2 de cette manière là, vous allez sélectionner ce petit 2 ici et le mettre en exposant ou en indice, ça peut arriver aussi. Voilà. Donc à vous de voir comment vous voulez le mettre. Si vous cliquez sur aucun des deux, il se remet en mode normal. Si vous cliquez ici, en exposant. Vous avez également un outil qui vous permet de surligner quelques éléments de texte. Vous pouvez choisir la couleur comme ça vous chante. Vous avez des éléments qui vous permettent de changer la couleur de la police. Et puis, si jamais vous voulez tout réinitialiser, vous avez la gomme ici qui vous remet tout à plat. Il a gardé le surlignage. Vous l'enlevez, on va là-dessus et on met aucun remplissage. Voilà, ça c'est pour les fonctionnalités de base. Alors maintenant, quand on travaille avec des listes, on aime bien pouvoir les afficher un peu plus proprement que ça. Donc on sélectionne les différents éléments de notre liste et puis on peut mettre des puces devant chacun des items. Vous choisissez la puce que vous voulez, vous avez le choix là-dedans. Parfois, plutôt que ce soit des puces, on voudrait que ce soit des numéros. Alors là encore, on a le choix, ça peut être des numéros, ça peut être des grands 1, grand 2, grand 3. On a encore bien le choix là-dedans. Voilà. On peut faire des listes hiérarchisées aussi, comme ici. Voilà. Celle-ci. Alors par exemple, si ça, je veux que ça soit en dessous de truc 1, dans un niveau hiérarchique inférieur, on peut faire comme ça. On sélectionne, on met le curseur sur l'élément qui nous intéresse. Et puis ici, on augmente le retrait. Si on augmente le retrait, vous voyez, on est passé dans un niveau hiérarchique inférieur. C'est un petit peu comme si on faisait une arborescence. Par exemple, ici, je pourrais faire un truc 3 ou un truc 4, tiens, si j'ai envie. Voilà. Et si j'ai envie de faire un blabla différent, et puis qui repasse sous le même niveau hiérarchique que truc 1, ben je diminue le retrait. Voilà. Donc assez sympa pour faire des listes et puis hiérarchiser certains éléments si on le souhaite.
Alors dans la suite des outils, il y a les histoires d'alignement, donc c'est les 4 icônes qui sont là. Vous avez de l'alignement à gauche, c'est-à-dire que le bord gauche ici est parfaitement aligné sur la marge, tandis que le bord droit, lui, il l'est pas du tout. Vous avez ce qui permet de centrer, donc en fait là on prend le milieu de la page et puis le texte il est parfaitement centré autour d'un axe. Si on était en maths on parlerait de symétrie axiale d'ailleurs, bref c'est autre chose. Et puis vous avez ce qui vous permet d'aligner à droite, donc c'est le même principe que l'alignement à gauche, sauf que cette fois-ci c'est sur la marge droite que tout est aligné, et à gauche c'est le bazar. Et quand on veut que ce soit aligné à gauche et à droite, on utilise ceci, on appelle ça du texte justifié. Donc en fait il joue un petit peu sur l'écartement des mots pour aligner parfaitement à gauche sur la marge et à droite sur la marge. Alors toujours dans les paragraphes, vous avez cette icône là qui s'appelle les interlignes. Alors l'interligne de base c'est l'interligne 1, l'interligne 1.15, donc vous voyez que ça a écarté un petit peu les lignes. 1.5, 2, etc., etc. Donc pour les paragraphes de texte qu'on fait très souvent pour des documents écrits à rendre, on est souvent en interligne 1.15. C'est relativement lisible. Celui-ci commence à être un petit peu écarté. L'icône qu'on a ici, c'est pour indiquer que le texte il est écrit de gauche à droite. Ça, c'est les langues latines, en fait, nous on écrit toujours de gauche à droite, mais il existe d'autres langues dans lesquelles on écrit de droite à gauche. Voilà. Je vous conseille de ne pas vous embêter avec ça, vous laissez ça sur de gauche à droite, c'est très très bien. Vous avez également cette icône là qui permet de mettre une sorte d'ombrage sur le paragraphe. En fait, tout votre paragraphe, ça va lui mettre une couleur en surbrillance derrière, on va dire. Voilà. Pas de couleur, je préfère. Et puis on pourrait éventuellement encadrer le paragraphe si on souhaite. On peut mettre des bordures. Sachant que là-dedans, on peut faire le joue avec, on peut mettre la bordure que à droite si on a envie. La bordure que à gauche, bref, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et puis je peux même enlever toutes les bordures. Voilà. Et maintenant un petit tour sur la vérification orthographique. Donc c'est une icône qui est ici. Quand elle est grisée, ça veut dire que la vérification orthographique est activée. Donc tout ce que vous faites comme faute sera souligné en rouge quelque part. Puis quand c'est désactivé, pas de vérification orthographique. Donc si des fois vous voulez éviter de vous faire peur, vous le désactivez. Autrement, pour la plupart d'entre vous, je pense que ce sera pratique d'activer la vérification orthographique et on va voir comment ça réagit. On va faire des fautes, exprès. Bon, il réagit. Allez, une faute de conjugaison ici. Il n'a pas l'air de réagir. Tiens, je vais changer ça. Ça, il réagit. Tiens, je change ça. Faute de conjugaison. Il réagit pas. Bon, j'ai l'impression qu'il réagit quasiment que sur l'orthographe des mots et pas autre chose. Il ne va pas chercher la conjugaison, ni les règles de grammaire. Tiens, si j'enlève le S ici, est-ce qu'il réagit? Non. Donc vous voyez, c'est vraiment que sur l'écriture orthographique des mots. Point. Donc voilà, c'est pour la vérification orthographique. Et d'ailleurs, si jamais on veut la désactiver, on clique ici, et puis le soulignard rouge qui montre les fautes, ça disparaît. Allez, on le laisse, c'est quand même mieux. Alors une autre fonctionnalité que je veux vous montrer, c'est ce qu'on appelle ici les caractères non imprimables. Autrement dit, des sortes de marques de formatage. Alors en particulier, ce petit paragraphe là qui sort de Wikipédia nous indique que la fin de paragraphe était autrefois indiquée par un pied de mouche. Cette espèce de P bizarre à l'envers là, ça s'appelle un pied de mouche. Je ne le savais pas, maintenant je le sais. Et quand on va cliquer ici, ça nous affiche des choses un petit peu curieuses. Ça nous affiche des caractères non imprimables et ça, très souvent, ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans nos mises en page. Parce que ça affiche tout ce qui est invisible à l'œil qui ne doit pas être imprimé. Donc en particulier les espaces. Donc vous voyez, ça les a matérialisés avec un point. Une fin de paragraphe, ça l'a matérialisé avec cette espèce de P bizarre à l'envers qui s'appelle le pied de mouche. Alors, dans un paragraphe, on peut aller à la ligne. Mais si vous faites comme vous faites d'habitude, que vous mettez quelque part à la fin des mots, puis que vous appuyez sur Entrée, c'est pas un retour à la ligne qu'il a fait. Il a fait une fin de paragraphe. Donc, c'est pas la même chose. Je vais annuler ce que j'ai fait. Alors, tiens, je n'en ai pas parlé, mais pour annuler, vous avez deux options.
soit vous avez la flèche qui est ici là-haut qui vous permet de retourner en arrière, soit vous avez la combinaison de touches qui s'appelle CTRL Z. Pour revenir au retour à la ligne, en fait, pour faire un vrai retour à la ligne en restant dans le même paragraphe, vous appuyez sur la touche Shift, c'est la petite flèche au-dessus de la touche CTRL, vous maintenez cette touche-là appuyée et vous appuyez sur la touche Entrée. Donc là, vous voyez que le symbole qui est apparu, ici, là, cette espèce de petite flèche-là, c'est un retour à la ligne. Donc là, on est toujours dans le même paragraphe, tout ceci est le même paragraphe, mais dans le même paragraphe, j'ai des retours à la ligne. Un endroit, et puis si je veux en faire un autre, par exemple, ici, je peux. Et si j'enlève les marques de formatage, voilà ce que ça donne. Alors, on notera au passage qu'ici, c'est pas beau du tout. Pourquoi c'est pas beau du tout? Parce que j'ai mon texte qui est en justifié, et donc il a joué sur l'écartement des mots pour réussir à aligner à gauche et à droite. Alors ce paragraphe-là, je pense qu'on va l'aligner à gauche. Même si c'est pas forcément génial, ça peut être un petit peu plus propre. En tout cas, tout ceci est un seul paragraphe. Pour preuve, la fin de paragraphe, elle est là, dans lequel on a des retours à la ligne. Donc finalement, je vais rejustifier le texte. C'est un petit peu mieux. Je vais enlever la fin de ligne qui est là. Ça sera juste un seul bout. Et puis, je vais enlever l'espace qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais avant, sur le plan typographique, on a un espace qui est là. On voit que c'est pas parfaitement aligné. Donc on va aller l'enlever. Voilà, donc là, c'est bien aligné. On fait la justification à gauche et à droite. Et on est bon. Alors, autre fonction, les retraits. C'est les deux icônes qui sont là. Donc on a le retrait, on peut le réduire, et le retrait, on peut augmenter. Là, si je cherche à le réduire, il ne se passe rien. Si je cherche à l'augmenter, on voit que ça s'est déplacé vers la droite. D'ailleurs, ça refait un peu le bazar avec la justification. Et en fait, ça a déplacé les curseurs ici sur la ligne. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi quand vous allez dans les paramètres du paragraphe à cet endroit-là. Vous voyez, c'est ici, le retrait à gauche. Si je diminue le retrait, je le remets à l'origine. Il est revenu à 0. Si j'augmente le retrait, le curseur s'est déplacé et le retrait ici a augmenté. Il est passé à 25. Je peux continuer, etc., etc. Alors dans les icônes ici, on n'a pas accès au retrait à droite, mais je peux très bien m'amuser à faire un retrait à droite si j'ai envie, 1 cm par exemple. Donc on marquera que le curseur ici s'est déplacé d'1 cm vers la gauche. Je rétrécis un petit peu la taille du paragraphe. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut bouger à la main. Si on prend le curseur ici et qu'on le bouge à la main, vous voyez, ça donne la dimension à laquelle on a bougé. Je vais annuler ça. Et ici, c'est pareil. Si je prends le petit rectangle qui est en dessous, je peux revenir à 0 par exemple. Vous voyez, j'ai supprimé le retrait. Alors, autre chose que je peux vous montrer, c'est le retrait de la première ligne. C'est-à-dire ceci. Je peux faire en sorte que la première ligne soit retirée d'une certaine valeur. Donc on remarquera que ici c'est le curseur qui est tout en haut qui sont déplacés. Donc si je bouge ce curseur là, ça me donne la dimension du retrait de la première ligne. Et ça a bougé ici. Nul. On remarquera aussi que si l'on veut, on peut bouger tout l'ensemble avec le rectangle qui est en dessous. Donc là j'ai déplacé le paragraphe complet vers la droite, j'ai fait un retrait du côté de la droite et j'ai conservé le retrait de la première ligne. Je peux très bien m'amuser à changer le retrait de la première ligne. Je peux même le mettre en négatif. Ça, c'est ce qu'on appelle un retrait suspendu. Bon, ça ne s'utilise pas souvent, mais ça existe. Voilà. Donc on peut faire joujou avec les retraits de cette manière-là. Allez, remettons tout à 0 ici. Ah, tiens, on va conserver le retrait de la première ligne. Finalement, c'est pas mal. Voilà. Non, je vais l'enlever puisque ça aligne ça comme il faut pas. Bon, allez, on va le mettre ici, c'est un petit peu mieux. Pas de retrait. Les espacements de paragraphes avant et après. Alors ça donne la dimension que je vais avoir avant le paragraphe et après le paragraphe. Alors pour illustrer ça, je vais faire un copier-coller de tout ceci. Je copie, je fais un nouveau paragraphe, je colle. Je vais le faire encore une troisième fois. Voilà, comme ça j'ai 3 paragraphes différents.
c'est tout, c'est copié-collé. Je vais m'intéresser juste à ce paragraphe-là qui est central. Si je décide de faire un espacement de 1 cm avant le paragraphe, on remarquera que tout l'ensemble a descendu. C'est-à-dire que juste avant le paragraphe, je considère que ici, il y a un espacement d'1 centimètre verticalement. J'ai redécalé le paragraphe vers le bas. Ce même paragraphe, je suis toujours dans le même paragraphe là, je peux très bien décider de lui faire un espacement, par exemple, après de 2 cm. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le paragraphe du dessous s'est décalé. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin de ce paragraphe-là, je considère que je dois laisser un espace de 2 cm avant de commencer le paragraphe suivant. Donc c'est des moyens que l'on peut utiliser pour faire de la mise en page. Alors le mieux, c'est souvent de conserver ce qu'on a par défaut. Donc on avait 0 ici, et on avait 0,35 ici. Voilà. C'est quelque chose qui peut être très visible si on sélectionne le paragraphe. On peut voir exactement c'est quoi les espacements qu'on a fait avant et après. Je m'explique. Regardez, si je mets un espacement avant de 1 cm, vous remarquerez que la zone bleutée, elle a augmenté. Vous voyez, on voit que le paragraphe, en fait, il commence 1 cm avant l'écriture du texte. Si je décide de faire un espacement après le paragraphe de 2 cm, vous voyez que la zone bleutée, elle va tout en bas. Alors, autre chose que je vais montrer encore, si par exemple le paragraphe suivant, c'est-à-dire celui-ci, je décide de lui mettre un espacement avant de 1 cm, ça ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin du paragraphe précédent, j'ai demandé qu'un espace de 2 cm, c'est-à-dire qu'entre ce point-là et le début du paragraphe suivant, j'ai 2 cm. Si vous regardez avec la règle qui est sur le côté gauche, ça correspond à peu près ça. Donc si je lui demande 2 cm, il ne va toujours pas réagir puisque j'ai toujours cet espacement de 2 cm. Par contre, si je demande un espacement de 3 cm, cette fois-ci, il va réagir en poussant le paragraphe 1 cm plus bas. Donc si de temps en temps vous faites des espacements et vous vous rendez compte que ça ne bouge pas, ben assurez-vous que les espacements avant du paragraphe précédent ne soient pas déjà plus grands que celui que vous êtes en train de mettre. Allez, je remets à l'origine. Ici, j'avais 0. Là, je remets ce que j'avais avant, c'est-à-dire 0 et 0,35. Voilà. Évidemment, à la fin, pour un petit peu plus de lisibilité, on va enlever tous les caractères invisibles. Donc cette espèce de P à l'envers qui s'appelle le P de mouche, on va le dégager. Donc ça nous donne vraiment notre structure de document. Alors ici c'est particulièrement moche, mais vous aurez compris que pour vous, l'intérêt, ça va être de pouvoir formater votre paragraphe exactement comme vous le souhaitez. Voilà, c'est la fin de cette partie-là. Merci à vous de m'avoir suivi.